monde des cités grecques. Bonjour à tous. Quand on pense à la Grèce antique, on imagine Athènes, Sparte, des temples majestueux. Mais la Grèce d'alors, ce n'est pas un seul pays uni, comme on peut le connaître désormais. Ce n'est pas un royaume, pas un empire, mais des centaines de petites communautés indépendantes qui ont révolutionné l'art, la politique et la pensée. Une mosaïque de petites entités politiques, les cités-États. Athènes, Sparte, Corinthe, Thèbes, mais aussi des dizaines d'autres aujourd'hui moins connues. Chacune a son territoire, ses lois, son mode de vie. Comment fonctionne-t-elle ? Et pourquoi les Grecs ont-ils choisi ce système si original ? Découvrons ensemble comment une poignée de cités a inventé la démocratie, la philosophie et tant d'autres choses qui façonnent encore notre monde. Pour comprendre pourquoi les Grecs ont inventé la cité-État, commençons par le commencement, la géographie. La Grèce antique, c'est d'abord un puzzle. Des centaines d'îles disséminées en mer Égée, des vallées, isolées par des montagnes, et des plaines côtières séparées les unes des autres. Contrairement à l'Égypte, avec son fleuve unificateur, le Nil, ou la Mésopotamie, avec ses grandes plaines, la Grèce est en fait naturellement fragmentée. Alors imaginez, pour aller d'Athènes à Sparte, il faut traverser des montagnes escarpées. Et en fait, c'est beaucoup plus simple de prendre le bateau. Et cette géographie morcelée va avoir une conséquence majeure. Chaque vallée, chaque île va développer sa propre communauté. Mais pour cela, il faut d'abord sortir de ce que l'on appelle les siècles obscurs. Oui, vers 1200 avant notre ère, la Grèce traverse une terrible crise. La brillante civilisation mycénienne s'effondre. Les palais sont détruits, l'écriture disparaît, le commerce s'arrête. Pendant 4 siècles, les Grecs vivent repliés dans de petites communautés rurales. Et puis, vers 800, 750 avant Jésus-Christ, c'est le réveil. La population augmente, les échanges reprennent. Et surtout, un nouveau type de communauté naît, la polis, P-O-L-I-S, qu'on traduit par cité-État. Alors, c'est avant tout une communauté de citoyens, une structure humaine et sociale, avant d'être une organisation administrative. D'ailleurs, on dit beaucoup plus souvent les Athéniens qu'Athènes. Le collectif humain est beaucoup plus important que le nom du lieu. Donc, une cité grecque, c'est quoi alors ? Une communauté humaine, un petit État indépendant, qui va être composé d'une ville, mais aussi de sa campagne environnante. Alors celle-ci peut être très étendue. L'Attique, qui est la région de la cité d'Athènes, est grande comme un petit département français. Et tout ça, c'est le territoire de la cité d'Athènes. Alors une cité grecque possède généralement plusieurs éléments caractéristiques. Une acropole, une colline sacrée, où se trouvent les temples dédiés aux divinités protectrices. Oui, il n'y a pas qu'à Athènes qu'il y a des acropoles. Une agora, c'est la place centrale de la cité, c'est le lieu de commerce, de vie politique, de rassemblement. Un port, quand la cité est proche de la mer, c'est essentiel pour le commerce. Et des remparts pour protéger la ville des attaques extérieures. La cité, ce n'est donc pas seulement un lieu, c'est une identité, un cadre de vie. Et chaque cité grecque a son propre fonctionnement politique. Ça peut être une oligarchie où quelques-uns dirigent, un petit groupe dirige, une tyrannie où un homme est parvenu seul au pouvoir par la force, une monarchie, ou même une démocratie, mais ça c'est très rare. Et donc chaque cité grecque a son fonctionnement, chaque cité grecque bat sa propre monnaie, a son propre calendrier, et défend son territoire avec sa propre armée. Regardons les 2 cités les plus célèbres, Athènes et Sparte. Athènes, vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est la cité de la démocratie. Démocratie, cela vient du mot démos, le peuple, et kratos, le pouvoir du peuple. Alors concrètement, comment ça marche ? Faut imaginer une assemblée de 6000 citoyens qui sont réunis sur une colline, la Pnyx. Ils débattent, ils votent les lois, ils décident la guerre ou la paix. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de premier ministre, ce sont les citoyens eux-mêmes qui gouvernent directement. Alors bien sûr, cette démocratie a des limites. Seuls les hommes adultes, nés de parents athéniens, peuvent être citoyens.
Les femmes, les étrangers, qu'on appelle alors des métèques, ou les esclaves sont exclus. On estime que sur 400 000 habitants de l'Attique, seuls 40 000 environ sont citoyens. 1 sur 10. Sparte, c'est l'exact opposé. Pas de démocratie, mais une société militaire ultra disciplinée. Tous les citoyens spartiates, qu'on appelle des homoioi, des égaux, sont avant tout des soldats professionnels. Dès l'âge de 7 ans, les garçons quittent leur famille pour suivre l'agogé, l'éducation spartiate. Ils apprennent à endurer la faim, le froid, la douleur, et ils s'entraînent au combat jour et nuit. Le résultat, c'est que Sparte possède la meilleure armée de Grèce. Et quand on dit un Spartiate, on pense immédiatement à un guerrier invincible. Nous sommes des Spartiates! Mais cette spécialisation militaire a un prix. Sparte produit assez peu d'artistes, peu de philosophes, peu d'innovation. Oui, chaque société fait des choix. Et il n'y a pas qu'Athènes et Sparte. Corinthe, par exemple, c'est une grande puissance commerciale, grâce à sa position entre deux mers. Syracuse, en Sicile, développe des techniques agricoles innovantes. Milet, sur la côte de l'actuelle Turquie, devient un centre scientifique, où naissent les premiers philosophes. On peut penser à Pythagore ou Thalès, qui viennent de Milet. Donc cette indépendance des cités et ce morcellement politique aboutissent surtout à des luttes incessantes. Les cités grecques passent leur temps à s'affronter, mais aussi à étendre la culture grecque en Méditerranée. En effet, entre le 8e et le 6e siècle, les Grecs se lancent dans un vaste mouvement de colonisation. En fait, ça veut dire qu'ils partent fonder de nouvelles cités sur les côtes de Méditerranée et de mer Noire. Alors ils vont le faire en Italie du Sud et en Sicile, une région qu'on appelle alors la Grande Grèce, en Espagne, en Afrique du Nord, et jusque sur les rives de la mer Noire. Et même dans ce que l'on appellera plus tard la Gaule. C'est ainsi qu'est fondée Massalia, notre Marseille actuelle, par des colons venus de la cité de Phocée, en Asie mineure, d'où le surnom de cité phocéenne pour Marseille. Alors pourquoi partent-ils tous ces Grecs ? Parce que la Grèce est montagneuse, elle est pauvre en terres cultivables. Il faut bien trouver de nouveaux espaces pour nourrir la population, développer le commerce, répondre à un désir d'aventure, et parfois aussi calmer des tensions sociales, en envoyant une partie des habitants plus loin fonder une colonie. Ces colonies ne dépendent pas totalement de leur cité d'origine. Elles deviennent elles aussi des cités indépendantes, mais elles gardent des liens religieux et culturels avec leur cité-mère. Ainsi, peu à peu, les Grecs tissent une véritable toile qui s'étend sur tout le bassin méditerranéen, qui devient un véritable lac grec. Partout où ils vont, les Grecs construisent un temple, une agora, un théâtre, dont on trouve encore les traces ici ou là. Alors, les Grecs sont très divisés politiquement. Mais alors qu'est-ce qui va les unir ? La culture. Ils partagent la même langue, le grec. Ils utilisent le même alphabet, alpha, bêta, les 2 premières lettres de l'alphabet grec. Ils partagent la même religion. Ils sont polythéistes, ils croient en plusieurs dieux et déesses. Alors ça va être des divinités telles que Zeus, le dieu suprême, Athéna, la déesse de la sagesse de la guerre, Poséidon, le dieu de la mer, Apollon, le dieu de la musique ou de la poésie, ou Hermès, le dieu des voyageurs et du commerce. Toutes ces divinités forment ce que l'on appelle le panthéon olympien. Panthéon, c'est un mot grec qui veut dire panthéon, tous les dieux. Et ces dieux sont censés vivre sur le mont Olympe. Les Grecs vont honorer leurs dieux par des prières, des offrandes, des sacrifices. Les Grecs partagent aussi la même mythologie et les mêmes héros. Les poèmes d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée, qui ont été mis par écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ, sont appris par cœur par tous les jeunes Grecs. Et les héros, comme Ulysse ou Achille, incarnent des valeurs comme le courage, la ruse, la force, la solidarité, et surtout servent de modèle aux petits Grecs. Les Grecs partagent aussi des sanctuaires communs à tous les Grecs, quelle que soit leur cité d'origine. Des rencontres régulières y ont lieu pour honorer les dieux, et ça donne lieu à des concours musicaux ou sportifs. Les plus célèbres, ainsi, sont les Jeux olympiques, qui sont organisés tous les 4 ans à Olympie, en l'honneur de Zeus. Et pendant cette période, une trêve est observée entre les cités en guerre.
Mais on peut citer d'autres sanctuaires importants comme Delphes, qui est dédié à Apollon, ou Corinthe, qui est dédié à Déméter. Tous ceux qui partagent cette culture grecque sont considérés comme grecs. Les autres sont appelés barbaroi, les barbares, parce qu'ils ne parlent pas le grec. On ne les comprend pas, et donc ils font ba avec leur bouche. Alors au départ, le mot n'a pas de sens négatif. Bon, il va le prendre progressivement, et notamment plus tard chez les Romains, qui vont utiliser ce terme pour désigner tout ce qui s'oppose à leur civilisation. Et si on tombe sur des barbares gaulois? Ah non, il faudrait que je me batte et j'ai horreur de ça. Au début du 5e siècle, le système si original des cités grecques va connaître sa plus grande épreuve, l'affrontement avec l'Empire perse. Les Perses approchent. En 490 avant Jésus-Christ, puis en 480-479, Darius et Xerxès, les rois du gigantesque empire perse, tentent de conquérir la Grèce. Les Perses affirment que leurs guerriers se comptent par millions. J'espère pour nous qu'ils exagèrent. Face à eux, qu'ont les Grecs? Pas un empire unifié, on l'a dit, pas une grande armée centralisée, mais des dizaines de petites cités jalouses de leur indépendance. Et pourtant, l'impossible se produit. Face à la menace perse, les cités grecques parviennent à s'unir temporairement. Athènes apporte sa flotte, Sparte son armée terrestre, Corinthe ses navires, et ce sont les victoires de Marathon, des Thermopyles, de Salamine, de Platée qui vont entrer dans la légende. David a vaincu Goliath, comme on pourrait dire, le monde fragmenté des cités libres a triomphé du plus grand empire de l'époque. Alors ces victoires marquent l'apogée du modèle des cités grecques. Elles prouvent qu'une société libre et diversifiée peut être plus forte qu'une monarchie centralisée. Mais elles révèlent aussi les limites du système. Car, après la victoire, l'union sacrée se brise. Athènes a été grisée par ses succès, et très vite transforme sa ligue défensive contre les Perses en véritable empire. Elle impose sa domination à des dizaines de cités alliées. Et Sparte ne peut tolérer cette hégémonie. En 431 commence la guerre du Péloponnèse, un conflit fratricide qui dure 27 ans et saigne la Grèce. L'historien Thucydide nous raconte cette tragédie. Comment la guerre civile généralisée va ruiner progressivement le monde des cités. Comment la démocratie athénienne sombre dans la démagogie. Comment l'oligarchie spartiate se durcit. Et finalement, les deux grandes cités s'épuisent mutuellement, ouvrant la voie à de nouveaux conquérants. Il est temps que tu découvres quelle est ta vraie identité, Alexandre. Tu es le fils de Zeus. Mène tes hommes là où Philippe n'a jamais pu les mener. En 338 avant Jésus-Christ, à Chéronée, Philippe II de Macédoine écrase une coalition de cités grecques. Son fils, Alexandre, le futur Alexandre le Grand, étend ensuite l'hellénisme jusqu'en Inde, mais sur la base d'un empire centralisé, non plus de cités indépendantes. L'âge d'or des cités grecques touche à sa fin politique. Mais l'héritage de ces cités rayonne encore pendant des siècles. Et avec le recul, on mesure l'extraordinaire richesse de cette expérience. Oui, imaginez, en quelques siècles, le monde des cités grecques a inventé la démocratie, la notion de citoyenneté, la philosophie, avec Socrate, Platon, Aristote, l'histoire scientifique, avec Hérodote, Thucydide, le théâtre, avec Échille, Sophocle, Euripide, un art, une architecture qui nous fascine encore, etc., etc. Mais au-delà de ces créations, c'est tout un modèle de société qu'ont expérimenté les Grecs. L'idée qu'une communauté peut se gouverner elle-même, que la diversité est une richesse, et que le débat public est préférable à l'autorité d'un seul. Finalement, ces petites cités, souvent rivales, parfois ennemies, ont fait plus pour l'humanité que bien des empires gigantesques tombés dans l'oubli. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode sur ces cités qui ont changé le monde. S'il vous a intéressé et que vous en avez envie, vous pouvez soutenir mon travail en laissant une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Je lis tous les commentaires avec grand plaisir. Chaque avis compte, comme dans une assemblée athénienne. N'hésitez pas à me proposer aussi des sujets d'épisodes, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.